Alors, je voulais commencer par ça parce que j'en parle pas souvent. En fait, c'est la structure de la saison cyclonique. Et je voulais vous expliquer un petit peu. Alors, bien entendu, on parle ici de statistiques hein, depuis une centaine d'années, un peu moins. Euh, donc, à prendre bien entendu avec des pincettes. Et là, ce que vous voyez, c'est le cumul du nombre de tempêtes tropicales, d'ouragans, pardon, en jaune, et de tempêtes qui ne se sont pas transformées en ouragans en rouge. Donc on voit bien qu'on a la partie hors saison qui est ici, donc du 30 novembre au 1er juin. Donc vous voyez, on a quand même quelques artefacts, notamment ici en mai, fin avril, début mai, on peut avoir quelques petits trucs, et quand même beaucoup moins à partir du 30 novembre. On voit ensuite qu'on a une période très très stable qui va de maintenant, du début de la saison, jusque 20 juillet, 15-20 juillet à peu près. À partir du 20 juillet, ça commence vraiment à monter. Donc vous voyez, quand on dit attention, le risque de tempête, c'est surtout à partir de début septembre, ben non. Vous voyez bien qu'à partir du 20 juillet, on a vraiment une hausse marquée du cumul des systèmes cycloniques. Alors on voit qu'on a plus de tempêtes que d'ouragans, clairement. Mais quand même, on sent que ça bouge un petit peu. À partir de mi-août, ben là, on commence à faire l'ascension du K2, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment en hausse vraiment importante du nombre de systèmes. Et surtout, on voit, à partir de là, on a une bascule, c'est-à-dire qu'on a plus de tempêtes qui se transforment en ouragans que de tempêtes qui restent des tempêtes. Donc c'est vraiment ça l'élément marquant, au-delà du fait du nombre, hein, de la montée en pic et puis de la redescente très rapide derrière. C'est vraiment que durant cette période de mi-août à mi-octobre à peu près, qui est vraiment le pic de la saison, le pic long, le pic court étant autour du 10 septembre, hein, mais la partie la plus active de la saison, on va dire, va de mi-août à mi-octobre. Et on voit que la particularité à cette période-là, c'est que on a plus de tempêtes tropicales qui se transforment en cyclones que de tempêtes qui restent des tempêtes. Donc ça, c'est un élément important. Ça veut dire qu'à partir de mi-août, quand un système est nommé dans l'Atlantique, il a plus de chances de devenir un ouragan que de rester une tempête. Après, on voit, donc de mi-août jusqu'au 10 septembre, là, c'est vraiment le pic de la saison. Grosso modo, cette période-là, pourquoi c'est le pic? C'est juste le moment où l'eau est la plus chaude de l'année, normalement, parce que c'est en train de changer un petit peu, et la période où il sort le plus d'ondes tropicales et de systèmes dépressionnaires de l'Afrique aussi. Donc voilà, c'est un cumul de tout ça, et puis c'est la période aussi où il y a le moins de cisaillement, quel que soit l'épisode d'Enso dans lequel on est. Ensuite, à partir de là, on voit que ça redescend aussi rapidement que c'est monté. Hein, on a un artefact ici à mi-octobre qui est assez étrange. J'avais jamais trop fait gaffe avant aujourd'hui que je fasse ça. On a vraiment un petit pic, on a une remontée là à mi-octobre. Alors c'est pas parce qu'il y a eu un gros cyclone, hein, puisqu'on est au cumul des systèmes. Donc et on voit, on l'a un petit peu moins en ouragan. Mais on a quand même ce petit artefact qui est là. Et puis après, ça redescend. Et pareil, fin octobre, début novembre, on a encore un petit artefact là qui apparaît. Mais bon, vous voyez, à partir de mi-octobre, quand même, on a une décrue très très nette du nombre de systèmes. Après, entre début novembre et fin novembre, tout le mois de novembre, c'est à peu près comme le mois de juin et début juillet, pas très actif. Et puis après, on sort de la saison. Donc ça, je pense que ce tableau, et je vais le mettre sur le site en fait, parce que finalement, il est extrêmement important pour que chacun, je pense notamment aux plaisanciers, aux entreprises, pour que chacun puisse s'organiser quand même un petit peu. Alors attention, encore une fois, il s'agit de statistiques. Rien ne dit qu'il n'y aura pas une catégorie 5 quelque part le 15 juillet. D'accord? On ne peut pas le savoir. Mais le risque pour qu'il y en ait un, il est bien plus faible le 15 juillet que le 10 septembre. Donc, on ne peut pas s'organiser sur le risque le plus faible dans la vie. C'est pas possible. On est obligé de s'organiser sur des données qui sont des données statistiques stables, sur des longues séries de préférences. Et puis, voilà. Et puis, quand il arrive un imprévu total, ok, on le gère. Mais on ne peut pas non plus s'arrêter de vivre à partir du 15 juillet sous prétexte qu'il pourrait y avoir un catégorie 3, 4 ou 5. Donc voilà, je voulais commencer pour ça, pour vous mettre un petit peu, on va dire, entre guillemets, dans le rythme. Et puis voilà, que vous preniez vraiment conscience de cette structuration qui est nette hein, de la saison. C'est-à-dire, on n'a pas des pics comme ça, on a vraiment une vraie structure de courbe là, avec vraiment... avec vraiment une montée
très très marquée et une redescente très marquée. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de mon speech. Alors, ce qu'on va regarder maintenant... Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai regardé sur des discussions sur les réseaux sociaux et tout, et j'ai vu que lors de mon dernier live, en fait, je me suis peut-être mal exprimé, et je vous ai dit que l'anticyclone des Açores allait être positionné plus au sud cette saison, et que donc ça allait faire plus de systèmes sur l'arc antillais et dans la Caraïbe. Alors en fait, c'est l'inverse que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on voit ici, c'est la prévision du CSU, hein, de l'Université du Colorado, du service tropical. Et je vous ai dit, cette donnée, 66% des systèmes sont pour la mer Caraïbe contre 47% habituellement. D'accord ? Et je vous avais dit, c'est quand même presque 50% de plus, quoi. Et que la seule chose qui pouvait expliquer ça, si on vient sur une carte et qu'on regarde ce qui se passe sur une carte, c'est assez simple en fait. Hein. C'est juste que pour qu'il y ait plus de systèmes qui naissent dans la Caraïbe, il n'y a que deux solutions. Soit ils naissent, qui touchent la Caraïbe, soit ils naissent dans la Caraïbe, comme celui-là par exemple, soit ils arrivent de la zone de développement majeur, ils traversent l'arc et ils passent en Caraïbe. Donc, il n'y a que deux solutions, il n'y en a pas 36 en fait. Hein. Si la prévision prévoit plus de systèmes dans la mer Caraïbe, c'est juste que il y en aura et ou plus qui se forment dans la mer des Caraïbes directement ou qui traversent l'arc depuis la zone de développement majeur. Je dis juste que si le CSU a cette prévision, la seule explication physique, c'est que il y a plus de systèmes qui naissent ici et plus de systèmes qui arrivent de la zone de développement majeur et qui traversent l'arc. Et pour qu'il y ait plus de systèmes qui arrivent de la zone de développement majeur ici et traversent l'arc, ça veut dire que voilà. Là, par exemple, c'est typiquement une situation dans laquelle, si on avait une petite dépression, par exemple, un anticyclone ici, bien qu'il ne soit pas puissant, il est à 1023, mais il sera à 1027, 1030. Ici, sur 30 nord par 60 ouest, oui, ça contraint clairement à passer au milieu de l'arc. En fait, dans les modèles qui sont utilisés pour ces prévisions, s'il y a plus de systèmes qui passent à la Caraïbe, c'est que inéluctablement, c'est que le schéma de pression en Atlantique est plus favorable pour une trajectoire plus ouest. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Donc maintenant, on va passer vraiment on va rentrer dans le vif du sujet, je vais y arriver. Je bégaye un peu. Et on va venir jeter un petit coup d'œil. Donc ça, c'est la série de données de relevé des anomalies de température dans la zone Niño 3.4 dans le Pacifique. Et c'est à partir de cette série que l'on peut dire si on est en période El Niño, La Niña ou neutre. Alors on voit, hein, la dernière fois qu'on s'était vu, le premier live que j'ai fait sur les prévisions, on était ici, puisque je disais qu'il y avait cette espèce d'oscillation là, qui était un peu étrange, parce qu'elle jouait quasiment sur un demi-degré, et je trouve que ça faisait beaucoup, ça faisait une oscillation très marquée. Elle est remontée, puis d'un coup là, à partir de là, elle a fait que descendre. Voilà. Donc, alors on est toujours en période El Niño. Je vous montre pourquoi. C'est tout simplement parce que la NOAA, en fait, a une manière de déterminer les périodes El Niño, La Niña et neutre qui lui est particulière. C'est-à-dire qu'on estime qu'on sort de El Niño, d'accord, si on revient ici. Donc El Niño, c'est tout ce qui est au-dessus de plus 0,5 d'anomalie de température. Et on rentre dans La Niña sur tout ce qui est en dessous de moins 0,5 d'anomalie de température. Tout le reste, c'est un épisode neutre. Donc vous voyez, on est sorti de El Niño, enfin on n'est pas sorti, mais les températures sont passées en dessous de plus 0,5 d'anomalie sur le 28 avril. Donc on a un peu plus d'un mois, depuis un petit peu plus d'un mois, on est officieusement sorti de El Niño. Mais pour que ça soit officiel, il faut que lors de la prochaine mise à jour du CPC, donc du Centre pour le climat de la NOAA, on est au moins depuis un mois on soit passé en dessous du plus 0,5 et que dans le même temps, il y ait pour au moins 3 mois une prévision qui reste en dessous du 0,5. Donc on voit que les deux sont faits. Donc il n'y a aucun doute que lors de la prochaine mise à jour du CPC, on sera officiellement en période neutre. Lors de la prochaine mise à jour qui a lieu tous les deuxièmes mardis du mois. Donc pas mardi, mais mardi prochain, on va passer en phase neutre normalement. Donc ça, c'est pour El Niño. Alors,
Autre petite chose qui est importante, on voit que la prévision qui est ici, en fait, il y a plus beaucoup de doutes. Tout le monde voit passer en épisode de La Niña à compter de, on va dire, globalement en septembre, dans le pire des cas. Et chez certains, c'est même, on va dire, à partir de juillet. Bon, ce qui veut dire que dans le pic septembre, on sera normalement en épisode de La Niña. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi, parce que en période de La Niña, on a les vents d'altitude, le jet stream d'altitude, qui est nettement moins présent. Et du coup, on a moins de cisaillement sur la zone de développement majeur, ce qui permet au système de se renforcer plus rapidement. Par contre, on a une bonne nouvelle. Alors, c'est rare, donc autant qu'on en profite pour les avoir. Je vais vous la montrer. C'est ici. C'est que, donc si on regarde celui de ce mois-ci, donc c'est mai 2024, vous voyez que on a une stabilisation ici et à minima une stabilisation, voire une remontée, et que surtout, on ne descend pas beaucoup en dessous de moins 1, quoi. C'est entre moins 0,5 et moins 1 à peu près. Alors que si on vient voir la même prévision qu'il y avait en février, on voit que c'est pas vraiment la même chose. Vous voyez, la descente était beaucoup plus marquée et beaucoup plus longue, et on venait... pas beaucoup plus bas, mais quand même, globalement, la moyenne des modèles venait un tout petit peu plus bas. Donc on a l'impression que la prévision s'adoucit un tout petit peu. C'est pas une, on va dire, il n'y a pas de quoi en tirer une grosse satisfaction, mais c'est toujours à prendre, c'est toujours intéressant à prendre, parce que les tendances, ça nous parle un tout petit peu sur ce qui pourrait se passer. Donc je disais que la température de l'eau, en fait, c'est assez étrange, puisque dans l'Atlantique tropical, c'est vraiment très marqué. On a 4 zones. On a ici une zone quasi neutre, une zone très chaude ici, avec des anomalies de température très élevées. Une autre zone qui va de neutre à des anomalies de température légèrement élevées, mais pas grand-chose. Et ensuite, la 4e zone, qui est celle qui nous intéresse le plus, c'est la moitié sud de la zone de développement majeur, qui voit encore des anomalies de température, alors moins régulières en fait, c'est-à-dire qu'on n'a plus, comme on avait la saison dernière, ça ressemblait plutôt à ça en fait. On a vraiment des points de chaleur là comme ça. Mais on voit quand même qu'autour de l'arc, entre la Martinique et la Guadeloupe, c'est très chaud. Et je disais aussi que cette zone-là, si elle s'étend un tout petit peu vers l'ouest, ce qui semble être le cas, elle va pouvoir intéresser de manière importante la côte est des États-Unis, parce que un système qui remonterait là, nord-ouest et qui partirait vers la côte des États-Unis pourrait rencontrer de l'eau très chaude et se renforcer assez sérieusement dans cette zone-là. Donc après, on repasse au niveau des... je vérifie si c'est le son, ça a l'air de toujours marcher. Voilà, on voit bien la zone où c'est un petit peu plus frais, c'est ici, où les anomalies sont un peu plus basses, ça se voit bien avec cette, comme je disais, cette petite langue d'eau un petit peu plus fraîche au sud du Cap-Vert. Mais de l'eau déjà très très chaude dans l'environnement de l'arc antillais, 29,5 au large de la Guadeloupe, et qui intègre la Guadeloupe, la Martinique et le large, côté Caraïbes, 29 dans une grosse zone là, en approche de l'arc, 28,5 quasiment pour le coup partout entre 50 ouest, l'arc antillais, et au sud de 17 nord à peu près. Et puis 28 quasiment partout dans la zone. Donc comme je disais, c'est des températures qui ne devraient pas être là dans cette période-là. On devrait être à 28 dans ces eaux-là, quoi. Là, on est à 29,5. C'est déjà très chaud. Et malheureusement, c'est ce que j'expliquais, ça ouvre une voie ici en termes d'énergie disponible pour la genèse cyclonique. Ça ouvre un véritable couloir ici. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des cyclones qui vont se former, puisque ça va dépendre du niveau d'humidité dans l'air, des particules de sable, de la concentration des particules de sable, du cisaillement et de quelques petits autres éléments, comme les ondes de Kelvin éventuellement ou autres. Mais en tout cas, il y a potentiellement déjà l'énergie en approche sud-est de l'arc antillais, pour que quelque chose puisse se développer dès maintenant si le reste des conditions deviennent favorables.
Donc ça en fait, le problème que ça pose, c'est que de l'eau aussi chaude à cette période-là, alors qu'on risque de rentrer dans une phase de la Niña, avec peu de cisaillement, c'est un peu la double peine, quoi. Parce que habituellement, en, période de en phase de la Niña, enfin, alors c'est pas toujours corrélé, mais quand même le plus souvent, on a des anomalies de température qui sont un peu moins marquées. Bon, là, elles sont très marquées, toujours à la hausse. Il faut dire que ça fait maintenant plus d'un an, hein, depuis avril 2023. Donc ça fait 15-16 mois maintenant que tout l'Atlantique Nord est en anomalie positive, quasiment en record de température mois après mois. C'est un peu inquiétant, comme je le dis, mais il va falloir apprendre à faire avec. Donc on a vu El Niño, on est en train de passer en phase neutre. On y est. C'est pas mentionné parce que ça sera mentionné le deuxième mardi du mois de juin, donc la semaine prochaine. Pas cette semaine qui arrive, la semaine d'après, mais on va passer en phase neutre, c'est certain. Et on voit que au niveau des températures de l'eau, même si on a encore un petit peu de marge dans cette zone-là, au niveau du milieu, au niveau de la partie centrale et est de la zone de développement majeur, c'est encore plutôt acceptable. On voit que sur toute la partie ouest de la zone de développement majeur, on est déjà extrêmement chaud. Et comme je disais tout à l'heure quand le son ne marchait pas, de toute façon, cet hiver, en janvier, on avait déjà 28 autour de l'Argentillé, alors que normalement, il devrait faire 26,5 à 27,5, quoi. Donc quoi qu'il en soit, l'eau est très chaude anormalement. Alors, l'autre élément, bien entendu, qu'il faut regarder pour ces questions-là, alors on ne va pas le passer sur cette zone, on va se contenter de le mettre sur l'Atlantique tropical, parce que là, c'est un peu difficile à regarder. C'est ici. Tac, tac, tac. J'ai perdu le rythme, je vous le dis, il va me falloir un petit peu de temps pour que je me remette dans le bain. Donc voilà... donc comme je disais, ça c'est la prévision du cisaillement. Alors, je vous le redis, comme je le dis tout le temps, le cisaillement est très difficile à prévoir. À 48 heures, on peut l'écouter. Au-delà, ça devient un peu tendu. Et à 5 jours, et au-delà, ça n'a plus quasiment aucun intérêt. Mais on le regarde quand même parce que l'information est là et que de toute façon, si je ne le regarde pas, d'autres vont le regarder à ma place et vont se servir de ces prévisions pour essayer d'intimider et de faire peur à absolument tout le monde. Donc on voit, on a toujours ce flux de secteur ouest d'altitude qui est un flux de jet stream normal pour cette période-là, qui normalement devrait commencer à s'affaiblir en cette période, d'autant plus qu'on n'est plus en période El Niño. Ça, typiquement, c'est un schéma de vent d'altitude qui est un schéma et de cisaillement de période El Niño, y compris au mois de janvier. Sauf que là, on est tout début juin, on l'a, et c'est à peu près normal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peu de cyclones en juin, quand bien même la température de l'eau pourrait être élevée. C'est parce que normalement, il y a encore pas mal de cisaillements. Et donc, on voit ici, qu'on avait la zone chaude où on a un potentiel en termes énergétiques de développement, mais on voit que le cisaillement bloque tout. Donc, pour les prochains jours, il y a zéro risque ici, clairement. Par contre, si on avance un petit peu, alors bien sûr, on va rentrer dans des zones, dans des échéances de prévision, pardon, je cherche mes mots, qui sont lointaines et qui n'ont plus beaucoup d'intérêt. Voilà, là on est à 4 jours, et là, voilà, on est à 5 jours. Voilà, on est à 5 jours. Et on voit quand même à 5 jours, on a un changement du schéma, de ce qu'on appelle le pattern. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un vrai sud, et alors si on repasse sur l'Atlantique l'Atlantique Nord, voilà, on voit que, alors on a toujours sur le golfe du Mexique et un petit peu sur la moitié nord de la Caraïbe, mais on voit que le pattern va doucement changer, vous voyez, et hop, on n'a plus ce flux qui arrive du Pacifique. On commence à avoir des systèmes un peu dépressionnaires, des pics de pression. On voit que c'est moins stable en fait. On voit on voit ici, dans la zone de développement majeur, on n'a plus ce gros flux de secteur nord, de secteur ouest d'altitude. On a un flux qui est très variable, qui oscille beaucoup et qui est très traditionnel par contre de la saison cyclonique. C'est-à-dire que voilà, on a au gré des zones perturbées et des zones un petit peu plus anticycloniques, on va avoir cette oscillation des vents là, ce qui fait qu'on n'a plus ce flux direct de secteur ouest et que donc le cisaillement est bien moins efficace pour
pour venir éteindre éventuellement le risque de renforcement cyclonique. Vous voyez, on n'est qu'au 9 juin en fait, c'est 7 jours. Hein. Alors bon, encore une fois, c'est une prévision qui est très aléatoire et il ne faut pas la prendre pour argent comptant. Mais il n'empêche que si on va voir un petit peu les autres modèles, on va voir une vraie tendance en fait. Au niveau de l'arc entier, voilà. Alors là, on est à 90, donc on va prendre celui de minuit. On est sur un peu plus de temps. Voilà, là on est à 240 heures, c'est pas mal. Donc on voit, ici, on voit dans notre flux de secteur ouest, donc on a un fort cisaillement, et au fur et à mesure on va avancer dans les prochains jours, on voit l'arc entier est ici, vous voyez que dans la zone de développement majeur, ça commence à se calmer très nettement, et notre pattern de cisaillement qui passait là dans la Caraïbe est en train de monter vers le nord, ce qui est normal, ce qui est habituel pour la période, mais c'est net. Voilà, et on voit au fur et à mesure qu'on avance, le cisaillement est de moins en moins marqué. Donc ça, c'est l'autre élément qu'il faut impérativement comprendre. Donc à vérifier en fin de semaine, donc probablement pour le prochain point. Hein. Donc on sera le 9. Et le 9, on y verra un petit peu plus clair pour voir si en effet on a une évolution lente est normale, due à la fois à la saison et à la fois au passage de El Niño en phase neutre, d'une baisse tendancielle visible du cisaillement. Si c'est le cas avec l'eau chaude, je crains que ça ne soit pas une bonne nouvelle. Alors, dernier élément, le sable et l'air sec. On voit, c'est à peu près habituel, hein. On va regarder un petit peu sur le slide d'après, on voit qu'on a beaucoup de sable sur la côte occidentale africaine, ici. Et que ça se calme parce qu'il y a un peu d'humidité, un petit peu de nuages là. Donc c'est ce que j'explique. Hein. En fait, les particules de sable qui sont très fines et qui peuvent rester en l'air, quand elles rencontrent de l'air humide, elles s'alourdissent et elles descendent plus facilement dans l'eau. Donc voilà, c'est pour ça que et ensuite ça humidifie bien entendu l'air, et donc l'air est dans l'environnement des zones nuageuses moins sec par définition. Mais si on regarde un petit peu pourquoi on a du sable ici, ça c'est pareil, je vous l'explique assez souvent. Hein. C'est dû au fait que, vous voyez, on a un anticyclone qui est ici. En fait, on a un anticyclone et une petite dorsale qui vient vers l'est ici et une autre vers l'ouest là. Et que donc cette zone ici, je vous le dis toujours, dans un anticyclone, le vent tourne autour du centre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce qui veut dire que ici, dans cette zone-là, on a un gradient de pression qui n'est pas très élevé, mais qui existe. Et que donc, vous voyez, les flèches de vent, les barbules ici, montrent bien qu'on a du vent, c'est 15 nœuds. Et donc on a du vent ici qui passe sur le Sahara occidental, qui vient récupérer les poussières de sable qui sont en suspension et qui vient les amener ici dans la zone de développement majeur. Donc le volume de sable que l'on a dans la zone de développement majeur et sur l'arc antillais dépend essentiellement de deux choses. La première, c'est est-ce qu'il fait assez sec sur la zone sur la partie occidentale du Sahara et qu'il y a un peu de vent pour que les particules de sable soient en suspension déjà. Et ensuite, est-ce que l'anticyclone est positionné de manière à ce que le vent qui tourne autour de son centre vienne récupérer des poussières là et les emmener doucement vers là. Et bien entendu, si les alizés sont très faibles, ce qui est le cas un petit peu maintenant, on voit que les particules ont du mal à traverser. Par contre, si on a des alizés qui soufflent un tout petit peu plus fort, ça peut circuler de manière un petit peu plus loin vers l'ouest. Donc voilà pour le sable. Donc la zone ici, qui est la zone dont je vous parlais de chaleur, il n'y a pas d'air sec et de sable dedans, il y a de l'eau chaude, donc il pourrait y avoir quelque chose. Heureusement, il y a un cisaillement très fort, et donc il ne peut rien se passer. Donc sur cette carte, on regarde deux choses aussi. D'abord la ZIC, qui est à peu près à sa place normale, entre 5 et 10 nord. Donc là, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, elle est là où il faut. Et on voit qu'on a trois ondes déjà qui circulent. Une première qui est en approche de l'arc antillais, juste contre l'arc antillais. Une deuxième qui est entre 40 et 45 ouest. Et une troisième qui est en sortie de l'Afrique. Bon, ça c'est le signe que la saison débute. Hein. À partir du moment où on a des ondes tropicales telles qu'elles sont définies, hein, c'est-à-dire des perturbations avec plus ou moins un petit minimum de pression accrochée, c'est que vraiment on entre dans la saison. Donc maintenant on y est. Accrochez-vous
à vos bretelles, ça pourrait secouer un tout petit peu. Donc voilà, 3 ondes là, une grosse zone anticyclonique plutôt au sud, hein, on voit autour de 30 nord. Voilà, et avec là, cette zone-là, entre l'anticyclone et sa dorsale qui est ici, on va voir, mais normalement, il pourrait se passer un petit truc là, qui pourrait partir et remonter vers le nord ces prochains jours, et profiter de cette zone ici, et de l'eau chaude ici pour un peu se motiver, mais il y a du cisaillement, donc le risque de cyclone n'est pas très important. Si on regarde un petit peu ce que nous dit le NHC, le NHC nous dit que rien n'est prévu durant les 7 jours. Je pense qu'ils vont changer d'avis d'ici 3 jours à peu près, parce qu'il y a quelque chose qui mijote ici. Donc c'est pas encore visible pour l'instant. Et d'ailleurs, si on regarde sur le GFS, on va vite le voir, hein, ce qui mijote ici. C'est-à-dire si on avance un petit peu, tac, tac, tac. Voilà, on le voit, il est... Hop, voilà, vous voyez, petit truc qui a mijoté, qui a déjà avancé et qui est en train de se frayer un chemin entre les deux zones de haute pression, là et là. 1008, alors c'est pas, il n'y a pas de quoi s'en émouvoir, hein, 1007, 1006, 1004, 1003, voilà. Puis ça va pas aller plus loin que ça. Mais voilà, il n'est pas impossible que les NHC se mettent à monitorer ça. Ça ne menace quasiment aucune île, à vérifier un tout petit peu pour les Açores. Mais bon, normalement, rien de particulier. Et en tout cas, ça ne menace pas l'Argentinier. On a aussi cette petite zone, mais qui est habituelle. Hein, parce qu'à proximité de Maracaibo, en fait, on a une zone perturbée permanente. Il faut vous dire que la zone de Maracaibo, c'est la zone dans le monde dans laquelle il y a le plus d'impact de foudre dans l'année. C'est un truc fou, quoi. Il suffit d'y aller une fois pour comprendre. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 150 éclairs qui frappent. C'est un endroit incroyable pour ça. Ceux qui sont passés par là en bateau le savent. Et donc on a toujours ce petit minimum de pression qui traîne autour de Maracaibo là, mais c'est vraiment un artefact qui est dû au fait que la zone est très perturbée. Donc voilà, normalement cette semaine, les risques sont très très faibles. On a ce système là qui va partir vers le nord-est, donc qui n'intéresse pas les terres. On a ce petit truc là ici en bas à droite à 1008, c'est l'onde qu'on a vue tout à l'heure qui était là, hein. Donc il se déplace très sud sur 6-7 nord. Et mais bon, voilà, on voit qu'il n'y a pas de... Voilà, on la voit, elle est toujours ici, hein. Elle est là. Mais bon, rien, on a quand même un tout petit peu, un petit creux là, avec une onde avec 20 nœuds de vent au nord de Trinidad et Tobago. Mais bon, rien a priori de bien important. On va juste vérifier quand même sur le modèle européen ce qu'il en dit sur la sortie des minuit pour avoir une bonne échéance. Et ouais, on n'a même pas... Bon, le modèle européen ne le voit pas. Bon, donc rien de... Voilà, ça confirme, rien de bien important. Alors, jetons un petit coup d'œil sur... Tiens, ah oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça que je voulais afficher. Jetons un petit coup d'œil sur les perturbations qui circulent en Afrique, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on voit, hein, ça c'est la ZIC, hein, on voit bien sa zone là, elle est assez agitée. Et on voit, donc ça c'est la fameuse zone qui est suivie par le NHC, là, dont parle le NHC. On voit que derrière, on commence à avoir rappelez-vous le dernier point que j'ai fait quand on a regardé cette carte, on n'avait pas de zone perturbée très bien définie comme ça, c'était plutôt une masse nuageuse surtout le long de la ZIC. Là on voit qu'on a quand même vraiment des masses maintenant assez bien définies. Bon, doucement la mousson va se mettre en place et l'Afrique va commencer à nous envoyer des zones perturbées sur l'Atlantique au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Si vous n'avez pas vu le dernier live pour la prévision de la saison au mois d'avril, elle n'a pas changé pour l'instant, vous pourrez trouver cette prévision dans cette vidéo. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!